Alice, bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve au Muséum d'Histoire naturelle du Havre et vous êtes responsable du service des publics. Alors le Muséum d'Histoire naturelle, c'est un muséum qui a une histoire un petit peu particulière. Il est implanté en cœur de ville au Havre, place du Vieux-Marché, juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est un des rares bâtiments de la ville qui n'a pas été complètement détruit pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et ça en fait un bâtiment qui est assez remarquable et qui en plus va bientôt faire l'objet d'une restauration. Donc on en est très heureux. Son fonctionnement est un petit peu atypique puisque ça fait une dizaine d'années que le muséum ne présente que des expositions temporaires sur l'ensemble de ses espaces. Alors il y a une raison à cela, c'est qu'en coulisses, il y a un grand travail qui est mené d'inventaire et de récollement des collections depuis une dizaine d'années, puisque, et là c'est aussi lié à son histoire, 80% des collections ont été détruites à l'occasion de ces bombardements et que du coup dans les années qui ont suivi, les collections ont été reconstituées. Et il a fallu en fait mettre à plat tout ça pour améliorer la connaissance de ces collections et leur documentation. C'est ce travail-là qui est mené depuis une dizaine d'années, qui va bientôt voir son aboutissement et donc le retour des collections dans nos espaces. Enfin voilà, et donc depuis ce temps-là, on présente des expositions temporaires qui durent de 6 mois à 1 an. Et donc à chaque nouvelle exposition, le muséum se métamorphose complètement et se met au diapason de cette nouvelle thématique d'exposition. Oui. Mais pour les publics, c'est génial. Du coup, c'est vrai que quand on revient voir le muséum, on découvre chaque fois des choses nouvelles. Exactement. On essaye aussi d'entretenir un peu cette flamme avec nos publics au travers de la programmation culturelle. On propose entre 3 et 4 événements par mois. Alors ça peut être une lecture, ça peut être une conférence dessinée, une projection de films. Pour le jeune public, des spectacles de contes, des ateliers qui mêlent art et sciences. Voilà, donc on essaye, en lien avec les thématiques d'exposition, en ce moment c'est les abeilles, d'explorer un peu tous les champs pour rentrer dans ces thématiques scientifiques, que ce soit par cet angle des sciences ou par l'angle culturel. Et est-ce que vous avez constaté un accroissement du public ? Oui. Ou une diversification du public ? Je dirais les deux. Depuis plusieurs années, le muséum est de plus en plus fréquenté et ça nous fait plaisir. Et puis, on a un public qui est aussi de plus en plus varié, en fonction aussi des temps et des événements qu'on propose. On est très identifié comme un lieu pour les familles. Oui. On propose beaucoup d'ateliers pour le jeune public et aussi des animations parfois pour les tout petits des 18 mois. Oui. Donc ça fait de nous un lieu un peu incontournable pour ces publics familles, on va dire, mais aussi à l'occasion de nocturnes par exemple. Je pense à la nuit du tourisme ou à la nuit des musées. On va proposer des concerts ou des visites un peu plus insolites qui là vont séduire plutôt un public de jeunes adultes, un peu différent de celui qu'on accueille d'habitude. Oui. Et puis là depuis quelques temps, on essaye aussi de développer des actions en direction des publics en situation de handicap. On propose désormais des visites en langue des signes, 2 ou 3 fois par exposition, et puis des visites sensorielles qui s'adressent pas seulement, mais en tout cas qui ont été pensées pour des personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Parce qu'on a la chance avec les collections scientifiques d'avoir des objets qu'on peut toucher et manipuler, Bien sûr. ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres collections historiques ou artistiques. Oui. Et donc on essaye de mettre ça à profit pour rendre notre propos scientifique accessible aussi aux personnes malvoyantes. Oui. Je crois que vous avez aussi un certain nombre de guides qui peuvent aider les visiteurs à s'y reconnaître, à comprendre ou à enrichir les explications. Complètement. On essaye de valoriser le plus possible ce qu'on appelle la médiation humaine. Donc pendant les vacances ou alors en dehors des vacances scolaires, le mercredi après-midi ou le dimanche, on a un petit rendez-vous qui s'appelle le quart d'heure des curieux. C'est pas une visite guidée classique, c'est plutôt un moment où les médiateurs du musée vont être là et pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Et donc on appelle ça le quart d'heure. Alors ça peut durer une demi-heure ou 1 heure en fonction des questions du public, mais c'est un vrai temps d'échange qui vient en complément de ce qu'on peut lire sur les panneaux ou voir sur les vidéos. C'est une autre approche. Oui, parce que quelquefois lire les cartels, c'est un peu
rébarbatif. Complètement, mais on le dit pas assez, mais une visite au musée, parfois, ça peut être physiquement difficile parce que Oui. on parcourt 500 mètres carrés avec des choses à lire, à Oui. retenir, etc. Oui, oui. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des canapés dans les espaces d'expo pour qu'on puisse prendre le temps de faire une pause tout Oui. simplement Oui. et juste de Oui. contempler ce qui est autour de nous. Exactement. Voilà. Il y a aussi des petits films, il y a aussi des objets à regarder. Alors là, bien sûr, chez nous, il y a la ruche. Alors ça tombe bien, cette ruche, parce que là, vous avez une grande exposition sur les abeilles. Complètement, oui. Il faut savoir qu'il y a une ruche au muséum depuis 1985. Donc il y a une vraie histoire du Muséum du Havre avec les abeilles. Et cette exposition-là, c'est une exposition d'un photographe, un photojournaliste qui s'appelle Éric Tourneret. Ça fait 25 ans qu'il travaille sur cette thématique des abeilles. Il a parcouru 20 pays différents pour explorer cette thématique, rencontrer des chercheurs des quatre coins du monde. Et on l'avait accueilli une première fois en 2010 pour une exposition qui s'appelait Cueilleurs de miel. Et donc c'était il y a 10 ans. Et là, il revient au Havre avec 10 ans d'expérience en plus pour continuer de nous raconter cette histoire de la relation entre l'homme et l'abeille. Dans certains pays, ces photos rendent compte d'un travail extraordinaire des apiculteurs. Complètement. On va voyager à la fois en Australie, aux États-Unis avec les grandes transhumances de milliers de ruches sur des camions qui vont traverser tout le pays. Ah, c'est un peu industriel. Complètement. Et à l'opposé, on va avoir les cueilleurs de miel d'Inde qui vont monter en haut de falaises de plusieurs kilomètres de haut pour aller récolter le miel. Ou alors ces pollinisateurs de la région du Yunnan, je crois, ou du Sichuan en Chine, qui font la pollinisation de leurs arbres fruitiers à la main. Enfin, voilà, ça raconte aussi plein de choses sur les populations humaines aux quatre coins du monde. Oui. J'ai vu aussi des grimpeurs de falaises, tout à fait. d'arbres, d'acajou, je crois, très très haut, 30 mètres de haut. Exactement, en Éthiopie. Enfin, des prouesses. Oui, c'est très impressionnant. Oui. Et puis aussi, on a une petite parenthèse havraise avec les œuvres d'un artiste havrais qui s'appelle Hugo Boitel, qui sont présentées, et ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on aime beaucoup son travail ici. Et donc, il présente dans l'exposition 20 abeilles. Notre propos, c'était de dire, en fait, on pense qu'il n'y a qu'une seule abeille, mais en fait, il y a des milliers d'espèces d'abeilles dans le monde, très, très différentes, avec des couleurs différentes, des tailles différentes. Mais oui. Et donc, il a présenté 20 abeilles différentes, et la particularité, on ne le voit pas au premier coup d'œil, mais c'est que ces abeilles sont faites en papier, et c'est un travail qui est absolument remarquable. Exactement. Heureusement que c'est indiqué, parce qu'on ne s'en rendrait pas compte, effectivement. Oui. Alors, vous pourriez peut-être dire autre chose sur cette exposition. Comment vous est venue cette idée? C'est Éric Tourneret qui vous l'a proposé? Comment est venue cette idée de faire cette grande exposition? Parce que dans une grande ville, les abeilles sont présentes, oui, c'est sûr, de plus en plus, je crois d'ailleurs. Tout à fait. Alors, donc le muséum a une relation, je dirais, d'amitié avec ce photographe Éric Tourneret qui s'est tissé quand on l'a rencontré en 2010 pour la première exposition. Il y avait aussi le fait que depuis 1 an maintenant, la ville du Havre est engagée dans une politique en faveur de la nature qui s'appelle Le Havre Nature et qui poursuit un certain nombre d'objectifs, notamment de médiation auprès du public des questions de biodiversité et d'environnement, en plus d'actions très concrètes dans les aménagements urbains, etc. Donc ça nous a semblé aussi opportun de pouvoir présenter cette thématique-là sur les premiers mois de l'émergence de cette politique Le Havre Nature. Et puis c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup, qui est à la fois source de plaisir parce que c'est le miel, parce que c'est les abeilles, voilà, et en même temps aussi parfois un peu anxiogène parce qu'on nous parle d'extinction, on nous parle de menaces sur l'environnement et sur la biodiversité complètement. Bien sûr, oui. Et donc c'est aussi pour ça que l'exposition a ce volet scientifique qui aborde l'abeille dans son aspect le plus scientifique, l'organisation de la colonie. C'est passionnant, ça. C'est fascinant de voir comment s'organise la société des abeilles. Oui. Et puis aussi ce volet culturel qui raconte l'histoire de la relation entre l'homme et l'abeille et les menaces qui pèsent sur l'abeille, qui vont des pesticides, qui est vraiment la première menace sur cet insecte. Et puis le frelon asiatique dont on a beaucoup parlé, notamment l'année dernière au Havre. Oui. Donc, Là, je crois qu'on n'a pas trop
trouvé de solution, d'après ce que vous dites? Alors, les solutions, l'homme peut commencer à en mettre en place et les abeilles, elles aussi, peuvent s'adapter. On a fait une projection récemment au muséum où les apiculteurs nous expliquaient que l'abeille, l'espèce d'abeille qui se trouve en Asie, elle n'est pas menacée par le frelon asiatique puisqu'en fait, elle a trouvé une manière de se défendre contre ce frelon asiatique. Wow. Les abeilles, en fait, se mettent en groupe. Oui. En groupe, elles génèrent de la chaleur qui doit être de l'ordre de un petit peu plus de 47 degrés. Oui. Et le frelon asiatique, lui, ne supporte pas une température supérieure à 46 degrés 2. Et voilà, c'est la manière dont elle se débarrasse du frelon asiatique en le faisant mourir par hyperthermie. Mais donc, c'est formidable. Reste aux abeilles européennes à trouver cette solution-là et pouvoir l'appliquer. Mais ça permet vraiment d'aborder plein de thématiques et de problématiques liées à l'action de l'homme sur son environnement et comment peuvent cohabiter aussi l'agriculture et l'apiculture, montrer que les choses ne sont pas forcément opposées, mais qu'il peut y avoir des formes de cohabitation intelligentes. C'est tout ça qu'on essaye d'aborder. Manifestement, si on perd toutes les abeilles, on est fichu. C'est ce qu'on dit et c'est valable pour plein d'espèces. Mais les abeilles, comme tous les insectes et les animaux pollinisateurs, sont un maillon essentiel de la vie sur Terre, ça c'est certain. Donc vous avez une grande part dans dans cette vulgarisation des sciences auprès de tous. Complètement. Et en particulier le volet éducatif. Tout à fait, oui. Auprès du jeune public, on reçoit beaucoup de scolaires, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ça nous permet aussi de faire de la médiation autour de ces sujets, complètement. Est-ce que vous avez été en contact aussi avec des apiculteurs? Parce que manifestement, il y a une sorte d'amour. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, mais pour tous les apiculteurs. Mais il y a une jolie relation avec les ruches, j'ai l'impression. Oui, complètement. Alors, nous, on travaille ici avec un apiculteur qui nous aide sur l'entretien et la gestion de la ruche qui se trouve ici au musée. Il faut savoir aussi pour l'anecdote que le directeur du muséum est lui-même apiculteur. Entendu. Il y a un certain nombre d'apiculteurs qui interviennent aussi sur la région havraise. Et puis on accueille les apiculteurs, comme c'était le cas le mois dernier avec la projection du film L'homme et l'abeille, la dette humaine. Et puis le mois prochain, par exemple, une conférence avec une anthropologue qui s'est intéressée sur cette question du lien homme-abeille. Oui. Donc on essaye aussi de donner la parole. En septembre, ce sera un philosophe à différentes spécialités scientifiques qui vont permettre de multiplier les regards sur ces questions-là. Vous parlez de philosophie, on se souvient du texte de Maeterlinck sur le langage des abeilles. Il me semble que c'était ça. Tout à fait. Oui, effectivement. Mais on apprend plein de choses. Est-ce que vous croyez, c'est une question un peu bête, je crois qu'il y a des gens qui ont la phobie des abeilles. Alors évidemment, c'est psychologique, c'est irrationnel. Mais est-ce que vous avez... Ça commence l'exposition, ça fait qu'un mois. Mais est-ce que vous rencontrez des gens qui auraient peur des abeilles en entrant et qui en sortant, seraient un peu... réconciliés, voilà, ils auraient apprivoisé cet insecte, ils auraient vu ses bienfaits, son travail, sa vaillance, enfin tout ça. Alors, j'ai pas d'exemple très précis en tête de conversion qui aurait eu lieu dans les murs de l'exposition. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'exposition permet aussi de clarifier des choses toutes simples comme la différence entre une abeille, un bourdon, un faux bourdon, une guêpe, un frelon. Exactement. Et que on a toujours moins peur de ce qu'on connaît. Tout à fait. Et voilà, et si l'exposition peut servir à ça, alors ce sera un pari réussi. Oui, vous parlez des bourdons, mais effectivement, je crois qu'ils sont très méconnus. Oui, complètement. Et les faux bourdons également, et l'exposition en parle, et ça permet de lever le mystère. C'est ça, et j'ai vu qu'ils sont même réhabilités, du coup. Complètement. Oui, ça veut dire qu'on est toujours en découverte, en recherche de réponses. Oui, et puis l'exposition, notamment au travers des vidéos, montre également le travail des scientifiques sur l'abeille, mais de manière aussi très visuelle. Et c'est assez impressionnant de voir comment les scientifiques ont créé, par exemple, cette machine équipée d'une boule en polystyrène qui permet en fait de comprendre la danse de l'abeille. Enfin, c'est des dispositifs d'expérimentation qui sont très très impressionnants. Oui, c'est très extraordinaire. Et qui sont en plus vraiment riches d'enseignements. Donc on voit aussi un peu les coulisses
de cette recherche scientifique. Oui, c'est ça. Décidément, ce muséum est magnifique. Merci. Et son travail est très enrichissant pour les publics. Vraiment, merci. Alors si, elle dure jusqu'à quand L'exposition, elle dure jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 10 novembre. Et peut-être les tarifs sont aménagés pour les enfants, les familles? Complètement. Alors le muséum, comme tous les musées du Havre d'ailleurs, est gratuit pour les moins de 26 ans. Le tarif d'entrée au plein tarif est à 5 €. 3 € en tarif réduit. C'est gratuit pour tout le monde le premier samedi du mois. Et puis, il y a depuis 2 ans maintenant un pass musée qui, pour 20 € par an, vous permet d'accéder de manière illimitée à tous les musées du Havre, que ce soit le MUMA, les musées d'art et d'histoire. Donc voilà, si vous êtes culturophile et, bien sûr, et culturophage, ça vaut le coup. Oui. Non, il n'est peut-être pas assez connu, ce pass. Il n'est peut-être pas assez connu, effectivement. C'est bien de le dire. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Eh bien, Alice, un grand merci pour cette présentation. Et puis, à bientôt. À bientôt. Parce qu'apparemment, c'est une exposition qu'on voit et qu'on revoit avec plaisir. J'espère en tout cas. Voilà. Au revoir, merci.